votre travail, c'est quoi en fait? Est-ce que vous considérez que vous avez du travail ou pas? Et puis votre travail, c'est quoi? Bien, je crois que la notion de travail pour les mathématiciens, c'est quelque chose d'assez difficile à faire comprendre. Il y a évidemment les gens qui enseignent. Ça, l'enseignement, c'est un travail, et même un travail difficile. Et puis, il y a la recherche. Alors, la recherche, c'est aussi un travail, mais c'est un travail qui est extrêmement irrégulier et aléatoire. Quand je dis travail, moi c'est une idée, vous recevez un salaire, je pense, et donc qu'est-ce que vous fournissez en échange de ce salaire pour savoir si vous devez le décrire à quelqu'un? Alors là, c'est en effet assez difficile à définir ce que je peux fournir en échange de mon salaire. Pourquoi c'est difficile? Parce que je suis dans une situation assez exceptionnelle. Je suis ici dans un institut de recherche et la plupart de mes collègues mathématiciens vous diront que dans une position comme la mienne, on ne fait pas grand-chose. Et c'est vrai, si on s'en... Par exemple, c'est pas vous qui avez tracé ces signes-là, mais vous dites, vos yeux les ont vus et les ont compris, ils auraient pu en tracer certains quelque part. Essayons de prendre ça, si vous êtes d'accord, comme un moment de votre travail. Essayons d'isoler ce moment et de voir en quoi ça consiste. Ben là, il s'agissait tout simplement d'essayer de comprendre une des formules fondamentales de la mécanique quantique que je n'avais pas très bien comprise, je dois dire, et que probablement je ne comprends pas encore très bien. Alors je me suis fait expliquer ça par un collègue qui m'a sorti quelques formules, comme on fait toujours dans ce cas-là. On sort des formules. C'est comme bonjour, comment vas-tu? Ou c'est comme E égale MC2, comme dit Einstein. S'il fallait décrire ce qu'est une formule, vous décririez comment un enfant? La chose curieuse, c'est que pour la plupart des gens, et même je dirais même pour les physiciens, une formule, c'est quelque chose d'assez magique. C'est une formule un peu au même sens qu'une formule magique. Même qu'une formule magique vous permet de faire sortir un lapin d'un chapeau, une formule en physique, c'est quelque chose qui permet d'assurer des liaisons tout à fait insoupçonnées, et tout à fait... Vous pouvez donner des exemples d'une formule qui permet de faire sortir une liaison? Je parlais tout à l'heure de la formule d'Einstein, là, E égale MC2, qui est tout à fait typique de ce point de vue, n'est-ce pas? L'énergie contenue dans un corps qui a une masse m est égale à m que multiplie le carré de la vitesse de la lumière. C'est un exemple typique, n'est-ce pas? Parce que ça permet de réaliser une liaison entre des concepts qui a priori sont tout à fait différents. Et ça peut s'appliquer à vous, par exemple? Ah non, à moi ça ne s'applique pas, mais... Vous n'avez pas de masse M? Ah si, moi j'ai une masse M, bien entendu, mais même une masse un peu imposante, mais je ne pense pas que ma masse au pot joue un rôle quelconque dans ma vie. Non, il s'agit là d'un univers qui est complètement, a priori complètement séparé de l'univers de tous les jours. Enfin, si vous voulez, on a deux types d'univers, l'univers de la physique et l'univers de tous les jours. L'univers de la physique est décrit par des concepts à caractère mathématique, tandis que l'univers de tous les jours est décrit par des mots du langage de tous les jours, du langage quotidien. On demande à la serveuse, comme déjeuner, du ragoût, puis elle comprend pas, elle comprend de travers, alors elle dit des rats d'égout. Alors elle va chercher des rats d'égout, puis elle apporte au compte du quotidien, c'est fondamental, alors que c'est l'univers de la physique. La servante, elle revient, elle dit ce que ce sera ensuite. Alors quand il dit des pommes de terre en robe des champs. Alors
La servante, elle repart dans sa cuisine, puis elle se dit pomme de terre en robe de chambre. Alors elle dit, mais moi j'ai pas de robe de chambre. Alors elle retourne à la salle à manger. Si à partir de ce moment on reconnaît qu'il y a des possibilités de connaissances importantes qui sont en dehors du domaine scientifique, nous sortons déjà dans une large mesure des sentiers battus. Parce que, évidemment, les scientifiques, dans leur immense majorité, sont toujours tentés de dire qu'en dehors de la science, il n'y a pas de salut. C'est un préjugé de professionnel. Mais, par exemple, est-ce que vous pourriez nous écrire quelque chose qui est une des choses que vous écrivez, par exemple, une fois, si vous avez, ou qu'est-ce qui... Je pourrais vous dessiner une belle surface de catastrophe, pour faire par exemple, plaisir. Ça, c'est la surface que tout le monde connaît. Alors ceci n'est pas vu, c'est un pointillé, et tout ça se projette sur un plat. Et la projection, on a la singularité. Et ici, on a la courbe de contour apparent. Voilà, par exemple, une des figures assez fondamentales qu'on rencontre dans ce genre d'études, des catastrophes. Ahora se ve ahí Tristana. A ver. No, dice que lo dibujaste. Bon, puis on va discuter. Là, vous avez écrit, et pourtant vous n'aimez pas penser à vous comme un écrivain. Et il y a quelque chose, c'est que, justement, dans un livre de mathématiques, les écrivains, en général, ils utilisent des lettres. Et puis, les mathématiques, ils utilisent et des lettres et des chiffres, et c'est mélangé. Et pourquoi vous écrivez des chiffres et vous écrivez des lettres et il y a... Oui, remarquez que là, nous n'écrivons pas par le 0. Il y a un 3. Ou le docteur Cosinus. Il y a un 3, il y a un 4, il y a un 2, il y a beaucoup de lettres. Oui, il y a en effet quelques petits entiers naturels, en effet, là, c'est vrai. Mais en gros, ce qui est important, ce sont les symboles de l'algèbre, c'est-à-dire le signe plus, le signe égal. Ah, c'est ça. Oui, mais ce ne sont pas des lettres au sens linguistique du terme. Le signe plus. Vous écrivez plus X et puis Zola, il écrivait plus de pain ou moins d'argent. Enfin. Oui, bien entendu. Oui, mais il y a certainement un rapport entre le plus symbolisé par la croix et le plus du langage ordinaire, très certainement. Mais disons qu'au niveau de l'écriture algébrique, ce rapport tend à s'estomper. Il faut beaucoup travailler pour le faire ressurgir. Par exemple, là, vous l'avez dessiné un peu une surface pliante, et puis en dessous, je ne sais pas, un grand drap de livre, une espèce de carré, et puis vous dites que c'est ce que vous appelez un exemple, même j'ai pas retenu le nom de catastrophe. C'est ça, la fronce, oui. La fronce. Ce sont deux plis qui viennent mourir l'un sur l'autre. Vous voyez ça? Deux plis qui viennent mourir l'un sur l'autre. On peut Mais le mot catastrophe est un mot très... Oui. On peut très bien fabriquer ça avec n'importe quel
feuille de papier, n'est-ce pas? Si je prends une feuille de papier, je dessine, je fais un pli comme ceci, puis je fais un autre pli. Vous pouvez faire un peu devant, un peu plus haut. Un peu plus haut, oui. La figure n'est pas très bonne. Comme ceci. Alors c'est la réalisation sur du papier avec des donc rigides, c'est-à-dire en fait avec des lignes de contour tout à fait droites, de la même situation que celle-là. Il faudrait la tourner comme ceci, n'est-ce pas, pour avoir à peu près la même situation que celle qui est dessinée. Ah, c'est une situation. Oui, c'est une situation. Est-ce qu'il y a un... Justement, cette algèbre sert à définir des situations. Et donc il y a un profond rapport avec la vie quotidienne. Ah, bien entendu, oui, oui. Mais c'est justement ce que j'ai voulu créer dans cette théorie, c'est montrer qu'un très grand nombre de situations de la vie quotidienne étaient en fait gouvernées ou informées par des structures algébriques. Ça peut paraître surprenant, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir, vous pensez qu'il pourrait y avoir comme deux amoureuses qui se luttent et qu'il y en a un qui est triste parce que l'autre s'en va vers un troisième, et que donc il y en a un qui ressent ça comme une catastrophe. Est-ce que vous pensez que ça, justement, que ça peut se décrire comme ça? Très certainement, oui, ça peut s'interpréter dans le même, avec ce genre de formalisme. Et est-ce que ça pourrait se prévoir comme ça? Alors là, nous entrons dans un domaine infiniment plus difficile. La prévision, en général, pas. On ne peut pas prévoir. Si vous voulez, cette théorie est une théorie de classification, une théorie taxonomique, comme diraient nos collègues biologistes. Ce n'est pas une théorie prédictive. Ce n'est pas une théorie qui permet la prédiction. C'est pourquoi quand j'ai présenté la théorie des catastrophes au Japon, j'ai eu beaucoup de succès parce que là, on s'attendait à ce que cette théorie permette la prévision des tremblements de terre. Il est clair que c'est là un espoir qui est tout à fait vain. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prévoir dans une certaine mesure les tremblements de terre, mais c'est par de toute autre méthode que ceux qui sont là, que celles qui sont là. Mais sinon, prévoir du moins d'habituer la pensée à penser d'une autre manière, pour peut-être, à des moments, pouvoir prévoir s'il le faut. On ne sait même pas qu'on ne peut pas prévoir si on n'a pas pensé un peu autrement. Peut-être, oui. En tout cas, je pense que cette méthode-là a l'avantage, en effet, de permettre de penser autrement, de voir les choses sous un autre aspect. Ça donne une certaine... Ça permet en quelque sorte de se distancier de l'objet, de ne plus le concevoir immédiatement en tant qu'objet, mais de le voir en tant que forme géométrique. Et de ce fait, il vous devient plus étranger et on peut en quelque sorte le manipuler plus aisément. On échappe à la force d'attraction de la sémantique. On remplace la sémantique par la géométrie. C'est quoi la sémantique? La sémantique, c'est en principe la science du sens, de la signification. Mais là, il y a plein de sens là-dedans. On voit des flèches qui vont dans tous les sens. Bien sûr, il y a beaucoup de sens, mais je parle du sens ici au sens où on l'entend dans la théorie générale du langage, n'est-ce pas? Le langage, c'est des symboles qui signifient quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils signifient? C'est précisément l'objet de la sémantique. Vous pourriez parler un peu de ce modèle-là. Vous m'avez dit tout à l'heure, je vais vous dessiner le schéma le plus général, ou que vous avez dit quelque chose comme ça. Dans ce modèle-là? Oui. Ce modèle-là est particulièrement adéquat pour géométriser la notion de capture et la notion d'émission, qui est la notion un peu inverse, n'est-ce pas? Quand vous dites une phrase comme, je ne sais pas, mon exemple typique, c'est le chat mange la souris. Dans le phénomène décrit par le chat mange la souris, avant, vous avez deux actants, comme on dit en linguistique, n'est-ce pas, le chat et la souris, qui sont spatialement disjoints.
On peut dire 2 acteurs. 2 acteurs, si vous voulez. Les actants, c'est la terminologie standard, mais on peut dire 2 acteurs. Et à la fin du processus, quand le chat a mangé la souris, il n'y en a plus qu'un. C'est le chat. Le chat a triomphé de la catastrophe. C'est pourquoi c'est le sujet grammatical. Mais Mao Tse-tung dirait que la souris s'est transformée et est devenue une partie du chat. On peut le dire aussi, effectivement, il y a eu une certaine fusion du sujet et de l'objet. Mais cette fusion est tout à fait, dans ce cas-là, est tout à fait irréversible et catastrophique. Catastrophique pour qui? Pour la souris, bien entendu. Mais aussi également pour le chat. Parce que le processus lui-même de capture est un processus irréversible pour le chat également. Bon, on pourrait développer beaucoup cette idée, mais toujours est-il que pour représenter la capture, il faut se déplacer dans ce plan ici selon un petit segment. Alors quand vous considérez ce qui est au-dessus de ce point, alpha, disons ici, vous avez une verticale qui vient couper la surface en 3 points. Et si vous prenez la fonction V correspondante, c'est une fonction qui a 2 minima. Et on suppose que ces minima représentent des acteurs de la catastrophe, du récit. Ici, il y a un accent profond qui est le chat, et un accent un peu moins profond qui est la souris. Et quand on se déplace sur ce petit segment, ici, il arrive à un point où on rencontre la courbe de bifurcation, K, qui correspond à ce point ici, disons. Enfin, ma figure n'est pas très correcte, mais peu importe. Et alors à ce moment-là, sur la courbe des potentiels, on a ici le chat, et la souris n'a plus qu'un tout petit bassin de rien du tout, là, en corniche. Et puis quand on va au-delà, alors le bassin de la souris est complètement capturé par le bassin du chat. Alors vous voyez, c'est une géométrisation de la notion de capture. Et c'est la géométrisation la plus simple, en un certain sens, si on veut donner une interprétation dynamique générale au processus. Vous avez dit capture et vous avez dit information. Ah non, l'information, nous en avons parlé tout à l'heure, mais c'était beaucoup plus général, la notion d'information. Non, là, au moment où vous avez dit capture, vous avez alors... Quel était le mot employé? Je me souviens plus. Oui, alors, j'avais dit émission. Émission. Et alors l'émission, c'est ce qui s'obtiendrait en renversant la flèche du temps. N'est-ce pas, si on fait la traversée en sens inverse, alors on a un actant unique, puis tout d'un coup, il crée dans sa périphérie un nouvel actant. Il faudrait renverser cette suite de transformations de manière à... Ce serait un chat qui émettrait une souris. Ça n'existe évidemment pas en général, mais il y a des processus d'émission. C'est d'ailleurs une chose assez intéressante, une question que je ne manque jamais de soulever devant les techniciens. Quand on dessine symboliquement un processus de capture, on peut le dessiner comme ça, 2 actants qui deviennent un seul, tandis que le processus d'émission, c'est un actant qui devient 2 actants. Un baiser entre 2 amoureux, ça pourrait être un processus d'émission. Ah non, ça c'est plutôt un processus de transfert, je dirais. Enfin, on peut considérer que c'est un processus de transfert ou la création d'un actant intermédiaire entre les deux. Alors, la création d'un actant intermédiaire, ça demande une catastrophe un peu plus compliquée. Il faut aller jusqu'au 5e degré pour fabriquer l'actant intermédiaire. Et pourquoi vous avez eu l'idée d'employer ce mot catastrophe, comment, petit à petit? C'est-à-dire que vous avez employé un mot utilisé par des écrivains, là. C'était vraiment utilisé par des écrivains? Non, enfin par des gens en fonction d'écrivains, même si... C'est-à-dire par l'écrit. Bien, plutôt qu'un autre. Vous auriez pu dire, je ne sais pas, crise ou... Non, crise ne convenait pas. Il y a mathématiquement un terme beaucoup plus correct, qui est le terme de discontinuité. Mais je voulais donner une espèce de connotation dynamique, montrer que la discontinuité est engendrée par une situation dynamique globale. Et c'est pour cette raison que j'ai renoncé au terme un peu trop plat de discontinuité.
Et d'autre part, il y avait aussi le mot mutation, qui ne convenait pas non plus très bien, parce que il est déjà employé en biologie dans un sens tout à fait technique. Il est d'ailleurs tout à fait remarquable que les gens qui ont traduit le Yixing chinois, de taoïste, vous savez que les Chinois de l'époque du Lao Tzu avaient construit une philosophie générale des changements du monde, qu'ils ont codifié dans le livre du Yixing. Aujourd'hui aussi, ils ont repris ça. Peut-être, oui, certainement. Et en effet, le 1 qui devient 2 et le 2 qui devient 1, ça se voit en effet dans les écrits du maître. Alors les gens qui ont traduit le Yixing en français avaient traduit ça par le livre des changements, je crois. Ou le livre des mutations. Le livre des mutations, c'est ça. Et Brecht a appelé ça, lui, le livre des retournements. Ah oui. Enfin, toujours est-il que je me suis replié sur le mot de catastrophe parce que d'une part il était déjà employé en physique. Replié un peu comme votre... C'est ça, oui. Je reconnais que là j'ai peut-être cédé à une tentation un peu facile d'évocation du pouvoir évocatif d'un mot. Tentation d'ailleurs qui est un peu fâcheuse parce que de mon point de vue les catastrophes sont non seulement désastreuses mais aussi indispensables et bénéfiques. Toute la vie repose sur l'emploi continuel de catastrophes de mon point de vue. Vous pouvez donner des... Le plus simple d'entre eux étant le battement du cœur. La systole cardiaque n'est qu'une succession de transformation catastrophique du muscle cardiaque. Et c'est assez normal, la vie est tout entière fondée sur des processus de régulation de type réflexe qui impliquent des changements brutaux de régime, des discontinuités. Donc de ce point de vue, il n'y a pas lieu de s'étonner que le thème de catastrophe puisse être employé dans un sens assez différent de son sens habituel. Donc ce que nous voyons là n'a absolument rien d'abstrait, c'est extrêmement concret. Enfin c'est un abstrait qui est la forme, disons, qui est une certaine forme du concret. C'est ça, c'est une idéalisation, une schématisation d'un très grand nombre de situations concrètes. Disons par exemple quand deux gouttes de pluie se rencontrent et fusionnent, eh bien sont tous représentés par un schéma de ce genre. Le chat qui mange la souris, évidemment, c'est déjà une interprétation un peu plus osée, disons, mais qui est néanmoins assez... qui reste quand même assez fondamentale. Mais par exemple, une guerre ou un phénomène d'inflation monétaire ou une crise de jalousie, ça peut aussi... Oh, très certainement, oui, on peut donner des interprétations de ce genre. Oui. Pour ce qui est de la guerre, c'est évident, n'est-ce pas, parce que toute cette théorie, au fond, repose sur l'idée de conflit. La vieille idée héraclitéenne que le conflit est le père de toute chose. Toute morphogénèse provient d'un conflit. Morphogénèse, c'est... Toute formation de forme. Toute apparition de forme. Et l'être humain est une apparition de forme. Bien sûr, oui, et c'est le résultat d'un conflit. Quel conflit? Le conflit qui sépare l'œuf fécondé de l'organisme maternel. Vous décririez ça comme une guerre de type militaire ou une guerre de type... Ah non, une guerre civile. Je ne décrirais pas ça comme une guerre, mais je décrirais cela comme un conflit. Un conflit en un sens un peu plus abstrait. Je sais bien qu'Héraclite emploie le mot guerre, il emploie le mot guerre, polémos, pour décrire ça. Cette universalité du conflit. Mais il est certain que la guerre, telle que nous la connaissons chez les humains, est une des manifestations, disons la manifestation sociale du conflit. Pourquoi vous préférez plutôt des phénomènes comme, disons, gouttes de pluie, ou bien cambrure d'une feuille, ou bien,
je ne sais pas, torsion d'une aile hirondelle ou comme ça, plutôt que de prendre des images dans des conflits sociaux. Ben, je pense que sous la forme géométrique, la forme, disons, de la morphologie, sous forme purement morphologique, le phénomène peut être beaucoup plus pur et beaucoup plus visible. Tandis que dans les phénomènes sociaux, il y a une part d'interprétation, malgré tout. Mais il est certain que si nous prenons la guerre telle que nous l'avons connue ces dernières décennies, toute guerre finalement est toujours une question d'espace. C'est toujours un certain nombre de groupes. Où est l'espace, où est le temps? Là-dessus, il n'y a pas de position canonique du temps, n'est-ce pas? Que je vous ai expliqué tout à l'heure que le même segment parcouru dans deux sens différents pouvait décrire soit la capture, soit l'émission. C'est pas donc je suis libre de placer le temps où je veux dans cette figure. Et c'est suivant les besoins de la situation que je le placerai dans telle ou telle position. Mais l'espace, par contre, c'est toujours cet espace de base ici. C'est là que va naître la morphologie. En général, ce qui se passe, c'est que à l'intérieur de cette fronce, au-dessus, il y a deux régimes stables. Supposez que je dessine en bleu les régimes stables, tandis que les maxima sont en rouge. Quand je suis dans cette fronce, ici, j'ai deux régimes stables en compétition et ils vont se partager le domaine dans lequel ils existent. Par exemple, s'il y avait le futur nourrisson et la maman. Oui, alors dans ce cas-là, on aurait une traversée dans ce sens. Mais le partage se fait en général d'une manière à créer une sorte d'onde de choc au milieu de cette fronce. Et en dessous de l'onde de choc, on a par exemple l'attracteur du bas, n'est-ce pas, qui est représenté par la nappe du bas de la surface, et de l'autre côté de l'onde de choc, on aura l'attracteur du haut. C'est ça une des situations les plus standards dans cette catastrophe fronce. Finalement, c'est tout à fait contre. On peut pas croire à l'idée de progrès, justement. Un progrès ne serait qu'un ensemble de catastrophes et qu'il faudrait le décrire comme ça. Je pense en effet que cette théorie, si on l'acceptait si on extrapolait sa validité, disons, à l'évolution en général, elle serait assez contraire en effet à l'idée de progrès. Telle qu'on nous l'a appris. Telle que, oui, on la conçoit habituellement. Et je dois avouer que moi, personnellement, certaines des idées fréquentes, par exemple le fait que l'homme est très supérieur à l'animal à cause du langage, je pense que c'est une idée qui demanderait à être révisée. Je crois que l'invention du langage n'est pas quelque chose de si extraordinaire qu'on le dit. C'est d'ailleurs un peu vérifié par les expériences récentes qu'on a faites avec certains primates, n'est-ce pas? On a pu enseigner à certains singes le maniement d'un assez grand nombre de symboles, et ils sont capables de les manipuler de manière en quelque sorte spontanée, de créer par eux-mêmes une nouvelle grammaire. Et de ce point de vue, je crois que la création du langage chez l'homme n'est pas quelque chose de si miraculeux. Il y a donc deux fourches. Ici, la fourche de capture, où on considère que le temps va de la gauche vers la droite, et la fourche d'émission, où au contraire un acteur émet un objet, un descendant, qui se sépare de lui. Alors il y a là deux morphologies typiques qui ne sont quand même pas équivalentes d'un point de vue thermodynamique, en ce sens que... Thermodynamique? Oui, c'est enfin du point de vue de leur probabilité de se présenter dans la nature. Je serais tenté de dire que la morphologie de capture est infiniment plus naturelle que la morphologie d'émission. Et
C'est-à-dire que... Quel exemple serait plus naturel que tel autre? Par exemple, disons 2 gouttes de pluie qui se fusionnent, c'est plus naturel qu'une goutte de pluie qui se casse en deux. Ça se voit plus fréquemment. Et je pense que c'est là une des raisons qui explique le symbolisme de la flèche. Pourquoi est-ce que le symbolisme de la flèche, c'est toujours... on considère, quand on a une figure comme ça, que ça signifie le mouvement de 2 vers 1 et pas le mouvement de 1 vers 2. Je crois que les Chinois auraient plutôt peut-être inversé ce symbolisme, à considérer qu'il est tout... Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a je crois que c'est un peu... Un des grands principes du maoïsme, c'est 2 dans 1, et qu'ils ont pendu les gens pour penser que 2 fusionnent en 1. C'est leur grande attaque contre Confucius. Ah oui? Je ne sais pas, je crois que Mao dit quelque part que 1 se transforme en 2 et 2 se transforme en 1. Je ne sais pas s'il y a un sens privilégié dans la doctrine. Mais je serais tenté de penser que des 2 transformations, 2 flèche 1 et 1 flèche 2, la transformation 2 vers 1 est plus naturelle. D'ailleurs, puisque vous parlez de chinois, il y a, dans l'ancienne langue chinoise, il y a un idéogramme qui a à peu près cette structure et qu'on trouve encore actuellement dans les symboles couramment utilisés qui signifient l'entrée, n'est-ce pas? Et c'est toujours conçu dans le sens de bas vers le haut. C'est-à-dire que par rapport à, vous disiez, émission, il y a émission télévision, émission de sperme, émission de billets de banque. C'est ça, oui, oui. Toutes ces opérations exigent en quelque sorte la dégradation d'un potentiel. Il n'y a pas émission sans qu'il y ait quelque chose comme dégradation d'une énergie potentielle préexistante. Alors que la capture, elle, est une opération en général bénéfique au point de vue du bilan de l'énergie et de l'entropie. Entropie, oui, enfin là c'est une autre notion, je préfère ne pas entrer dans ces détails. Mais je voulais simplement dire que dans la représentation de la flèche du temps, ceci apparaît comme la présentation canonique, alors que la présentation inverse apparaîtrait comme non naturelle. Alors, est-ce que c'est un universel ou est-ce que c'est une pure convention culturelle? Quelle importance que ça soit un universel ou pas? Ah, je pense que pour moi c'est une question très intéressante, c'est de savoir si c'est un universel ou non. Pourquoi est-ce que les mathématiciens cherchent toujours à que ça soit universel ou pas, ou les physiciens? Ah mais là, remarquez, le problème n'est pas un problème... Il y avait une vérité et non pas les vérités. Le problème là n'est pas un problème de mathématiques, c'est un problème, je dirais, sur le plan de la Gestalt théorie ou de la psychologie générale ou de l'anthropologie. Ce n'est pas un problème de mathématiques, ni de physique, encore qu'il ait probablement des implications du côté de la physique. Là, dans cette flèche-là qui va plutôt dans un sens que dans l'autre, oui. Il y a 2 formes qui en deviennent une. C'est ça, oui. Et est-ce qu'on peut information, enfin, morphogenèse, pourquoi est-ce que vous pensez que l'information, enfin, ça a à voir avec l'information, ça, non? Que 2 formes en deviennent une, que 2 pôles passent à un courant. Ça a à voir avec le sens, précisément, puisqu'on parle du sens de la flèche du temps. Alors effectivement, ceci détermine un sens. Ceci détermine un sens. Et il est plus naturel de dire que ça détermine le sens gauche-droite que le sens inverse. Je pense. Je ne crois pas que ce soit lié, par exemple, à des sociétés qui connaissent l'usage de la flèche. Évidemment, on peut dire que les sociétés qui connaissent l'usage de la flèche ont tendance à dessiner la flèche dans le sens où elle va, à définir le sens du mouvement de la flèche par l'orientation propre de la flèche. C'est vrai, mais je suis convaincu que ce symbolisme existe même dans les sociétés qui ne connaissent pas la flèche.
tout à l'heure, quand je vous ai parlé de Shannon, est-ce que vous pourriez, même par-dessus ça, en autre couleur, pour qu'on le reconnaisse, qu'est-ce qui vous choquait dans, vous disiez que, enfin, les théories de Shannon, en quoi, dans ce que vous décrivez, est-ce qu'il n'y a pas, voyez, à mon avis, vous ne parlez que d'information aussi. Oh, seulement information, quelle calamité. On l'utilise à toutes les sauces. Mais d'abord, vous dites forme morphogénèse. Ben oui, justement, je pense que c'est un effort de pureté épistémologique élémentaire qui consiste à remplacer le mot d'information par le mot forme. On peut dire émission, on peut dire un émetteur. Vous avez dit émission, il y a émetteur. Oui, oui, oui. Mais là, dans émission et capture, c'est tout à fait différent. Là, vous avez des morphologies bien définies dont on peut préciser la forme, précisément. Tandis que dans la notion d'information, il y a absolument on y met absolument tout ce qu'on veut. Et en particulier les idées les plus vagues. Alors, la théorie de Shannon, c'est entendu, la théorie de Shannon n'est pas une théorie de l'information, c'est une théorie de la transmission. C'est tout à fait différent. C'est une théorie qui vous dit... De la transmission, tout à l'heure, vous avez parlé, justement, je voulais vous en parler, car vous avez dit descendant. Moi, j'ai pensé à héritage, et donc à transmission. C'est ça, oui, 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 oui. Oui, mais le graphe fondamental de la communication... Vous le mettez en couleur, là, sur le carré, là. Peu importe, par-dessus. Par-dessus. On va quand même effacer ça, ça ne sert plus. C'est le graphe qui est comme ceci, où vous avez ici la source, ou l'émetteur, ici le destinataire, le récepteur, et ici le message, ou le don. Alors, c'est la morphologie typique qui se trouve, qui est réalisée dans la phrase, par exemple, Ève donne une pomme à Adam. La pomme, c'est le message. La pomme, c'est le message, oui. Alors, vous voyez que, du point de vue morphologique, si vous cassez ceci en deux, vous avez une catastrophe d'émission ici, une catastrophe de réception ici. C'est la réunion des deux catastrophes fondamentales, mais inversées par rapport au temps. Ce qui fait qu'il y a déjà un élément de réversibilité dans c'est une catastrophe évidemment irréversible, le sens est bien précisé, mais en fait, si on échange source et destinataire, quand on change la flèche du temps, on a la même morphologie, de sorte que déjà là, on a un peu annulé l'effet du temps dans l'opération de communication. Alors, ce dont s'occupe la théorie de Shannon, c'est essentiellement le phénomène de la transmission, c'est-à-dire il s'occupe de ce qui est ici, qu'on appelle le canal, et alors l'émetteur émet une morphologie assez complexe, et la morphologie passe dans le canal, et à la sortie du canal il y a une autre morphologie. Ce qu'étudie la théorie de Shannon, c'est la correspondance entre ces deux morphologies. C'est le problème de la transmission. Et vous, c'est pas exactement important, la transmission joue un rôle dans la création il y a une création de forme. Entre la source et comme ça, il y a le message, c'est la forme. Ah, le message en général, il a une morphologie bien définie, ça c'est vrai. De la pomme. C'est ça, oui, oui, le message a très certainement une morphologie bien définie. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas définir toute forme comme moment donné d'une transmission? Toute forme naturelle. Extra-naturelle. Oui, enfin là c'est une vieille idée, ça c'est la vieille idée. C'est Héraclite qui l'a dit précisément. Comment il dit ça? Le maître dont l'oracle est à Delphes ne dit ni ne cache, mais il signifie. C'est-à-dire toute forme naturelle est une sorte de message qu'il nous appartient de déchiffrer, dont il faut retrouver le sens.
Alors, on peut voir ça comme ça, effectivement. On peut dire qu'il y a une sorte de donateur universel qui nous émet des messages que nous recevons et qui nous appartient d'interpréter. Mais c'est une vision poétique, disons théologique. Mais nous-mêmes, on ne peut pas se considérer, plutôt que comme émetteur ou récepteur, on ne peut pas se considérer comme message. Un message entre quoi et quoi? Moi, par exemple, un message entre vous et d'autres. C'est-à-dire se considérer moins comme... plus comme machine, si vous voulez. Ah ben, le certain dans la position où vous êtes, vous pouvez très bien vous considérer en effet comme un canal entre moi et les autres, c'est certain, oui. Un canal que j'espère pas trop déformant. Je veux dire, une femme, on peut la considérer comme canal entre le père et l'enfant. Oui, aussi, effectivement. Mais il y a une petite différence en ce sens que la femme préexiste. En tout cas, dans le canal typique, le canal est issu de la source, n'est-ce pas? Il provient d'un éclatement de la source. Et vous pensez que le canal est deuxième en somme? Oui, j'ai d'ailleurs même dans ma table des morphologies fondamentales, j'ai même la catastrophe du messager, où on a quelque chose comme ça, un messager qui s'approche de l'émetteur. L'émetteur lui remet un message et le messager et le message vont ensemble à la rencontre du récepteur. Et alors là, effectivement, on peut dire que le messager préexiste et constitue physiquement le canal préexiste. Ça, c'est effectivement, il y a beaucoup de cas où la situation est comme ça. Le message peut créer le moyen, par exemple, peut créer le support. Il y a, très certainement en biologie, c'est certainement le cas dans énormément de situations. Ben alors. Oui, mais là, nous sommes en plein lamarckisme, c'est dire que la fonction crée l'organe. Pas tout le temps. Moi, je suis tout à fait d'accord, je suis lamarckien. Mais enfin, nos collègues biologistes bondiraient au plafond en entendant ça. C'est très certainement, en effet, dans les sociétés, la fonction crée l'organe. Ça, il n'y a aucun doute. Et je pense aussi en biologie. Bon, alors nous en venons à l'information, n'est-ce pas? Oui. Alors, je disais que dans énormément de cas, il fallait remplacer le mot information par le mot forme, qui est un mot infiniment moins contraignant. Par exemple... Très certainement, ce n'est pas une information, n'est-ce pas? Alors, justement, l'usage de ces petits schémas, comme ceux-ci, peut expliquer, dans une large mesure, les abus auxquels a donné lieu la notion d'information. Au fond, pour qu'il y ait information, il faut qu'il y ait, au départ, un demandeur, c'est-à-dire un individu qui souffre d'un manque. Vous êtes dans une ville inconnue, vous voulez vous rendre chez un ami, vous demandez, vous connaissez l'adresse, mais vous ne savez pas où se trouve la rue, vous demandez à un passant où se trouve telle et telle rue, tel et tel numéro, et le passant vous donne l'information nécessaire, c'est-à-dire la description du chemin que vous devez suivre pour trouver cette rue. Alors dans une situation de ce genre, il y a donc le demandeur qui est dans un état d'embarras, qui adresse une demande à un donateur et le donateur donne l'information. L'information est capturée par le demandeur, comprise, et une fois capturée, elle conduit à une action désirée, à la réalisation d'une action désirée. Donc, dans le mot information, à mon avis, il y a tout ça. Et c'est un schéma extrêmement compliqué, n'est-ce pas? On peut voir que pour la plupart des verbes qui décrivent des interactions spatio-temporelles,
le schéma d'interaction globale entre les acteurs, entre les actants, est en général infiniment moins compliqué. Le plus compliqué, c'est celui du messager. Là, il y en a encore un certain nombre, l'opération de coupure et l'opération de liaison. Mais à ça près, les opérations décrites par les verbes sont toujours très simples. Alors ce schéma-là est un schéma qui implique une sorte de dialogue, un dialogue avec en plus une action bénéfique pour le demandeur. Alors c'est une chose très compliquée et l'esprit a toujours tendance à supprimer un certain nombre des éléments qui sont dedans afin de revenir à une situation plus simple qu'on peut dominer d'un seul regard. Et les abus de la notion d'information proviennent justement de certaines suppressions dans ce schéma. Par exemple, on peut supprimer le demandeur dans un cas comme disons, l'emploi judiciaire du mot information, ouverture d'une information contre X. Dans ce cas-là, c'est la société qui est sous le rôle de demandeur, c'est la société globale, n'est-ce pas? Et elle tend à extorquer d'un individu suspect une certaine information. Et alors là, ça peut aller jusqu'à une vraie catastrophe d'excision, n'est-ce pas? On arrache l'information par la violence ou la torture, n'est-ce pas? Alors là, c'est un emploi très spécial du mot information. Il est clair que cette information, néanmoins, est utile au groupe social qui veut en bénéficier. Maintenant, il y a un emploi encore plus suspect de la notion d'information, c'est lorsqu'il n'y a plus de demandeurs du tout. C'est l'emploi journalistique et publicitaire. Dans l'emploi journalistique, le journaliste suppose l'existence d'une demande, et quelquefois même la crée artificiellement. Et dans l'emploi publicitaire, la chose tout à fait typique est que l'action que veut susciter l'information est une action qui doit bénéficier non pas à l'individu qui la reçoit, mais à l'individu qui émet l'information. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait contraire au schéma global de la notion d'information. Vous avez un exemple? Quand justement vous parliez du plus blanc, vous avez là typiquement une information qui peut intéresser la firme, mais qui en général n'intéresse nullement le monsieur qui regarde sa télévision. Pour laver ma chemise. Ah. Oui, admettons. Admettons que vous ayez une chemise à laver, bien sûr. D'une part, est-ce que la mathématique ne serait pas une sorte de tentation d'essayer de limiter le possible? Et donc, elles sont complètement inconscientes. Elles rendent compte, c'est une expression inconsciente, mais visuelle, de limiter le possible. Et il y a d'énormes tentations dans on a l'impression que les mathématiciens sont aussi comme des enfants qui cherchent toujours à avoir plus, enfin dans les deux sens. Et donc il y a du désir comme expression de tentation simplement de l'être humain de grandir. Oui. Je ne sais pas, je serais tenté de dire que la mathématique c'est plutôt l'opposé, c'est-à-dire c'est d'une certaine manière une conduite d'échec. On essaye de réaliser tous les mouvements possibles, mais on ne peut le faire évidemment qu'à condition que ces mouvements soient inefficaces, totalement inefficaces. Autrement dit, pour réaliser une structure algébrique dans son intégralité, par exemple la suite des entiers naturels, jusqu'à l'infini, eh bien, par exemple, si vous voulez faire une infinité de pas, vous n'y arriverez pas. C'est le cas de le dire. Si, moi j'y arrive, mais il y en a par le fait qu'il y a une infinité de situations qui font pour moi, parce que moi-même je ne me sens que comme fraction, et pas comme nombre entier. Ah bon, alors ça c'est différent. Mais si l'entier correspond à, disons, à une démarche effective du corps, précisément, eh bien, si vous faites cette démarche effective une infinité de fois, vous sortirez de votre domaine d'habitabilité et vous périrez. Donc, la possibilité de réaliser intégralement, de représenter intégralement les êtres mathématiques par des actions matérielles, ceci suppose toujours que ces actions matérielles sont inefficaces. Il y a
dans la vision du mathématicien, au départ, un choix bien défini, à savoir supposer que les choses ne servent à rien pour pouvoir les faire autant de fois qu'on voudra. Mais les mathématiques sont intéressantes, non pas pour réaliser son rêve, mais pour arriver à rêver sa réalité. Mais je pense que... Il y a des lignes disant il faut rêver aussi. C'est un matérialiste, et c'est une idée matérialiste que de dire il faut rêver. Oui. Les mathématiques peuvent dire comment rêver, aider à ça. C'est certain. Mais justement, pour définir les limites du possible, il faut en quelque sorte rêver l'impossible.